Avez-vous déjà eu l'impression de tenir, alors qu'à l'intérieur, quelque chose était déjà en train de s'effondrer? Les grandes bascules ne commencent pas toujours par un événement spectaculaire. Elles peuvent naître dans l'usure, dans des tensions répétées, dans des situations que l'on minimise, que l'on supporte, que l'on traverse presque en silence, jusqu'au jour où le système intérieur ne peut plus continuer comme avant. Bienvenue dans Dialogue intérieur, histoire vraie, chemin intérieur. Je m'appelle Elke Soufflier, je suis psychopraticienne certifiée en IFS, Internal Family System, et en TCC, thérapie cognitive et comportementale. Je reçois à Paris et en vidéoconférence. Cette saison donne la parole à des récits de bascule intérieure, mais aussi à des décryptages pour mieux comprendre ce qui se joue dans les moments où une vie semble continuer alors qu'au-delà, quelque chose se fissure. Cette saison donne la parole à des récits de bascule intérieure, mais aussi à des décryptages pour mieux comprendre ce qui se joue dans ces moments où une vie semble continuer alors à l'intérieur, quelque chose se fissure. Aujourd'hui, vous allez entendre Axel. Avec beaucoup de sincérité et de lucidité, il raconte le harcèlement vécu dans son travail, accumulation progressive des tensions, le moment où tout a lâché à l'intérieur de lui, puis le long chemin qui lui a permis, peu à peu, de retrouver du sens, du lien et une autre manière de vivre. Certaines parties de ce témoignage abordent des pensées suicidaires et un effondrement psychique. Prenez soin de vous pendant l'écoute et avancez à votre rythme. Je vous laisse maintenant avec Axel. Merci beaucoup Axel de venir aujourd'hui dans Histoire vraie, chemin intérieur. Je t'accueille avec beaucoup de gratitude que tu as pris le temps aujourd'hui de venir t'asseoir avec nous pour raconter ton parcours qui est très fort en émotion. Il y a beaucoup de choses qui se sont emboîtées ensemble. Je ne vais pas spoiler un petit peu l'histoire. Je vais te laisser à nous la faire découvrir. Merci à toi d'être là. Merci à toi de m'avoir invité, en fait, et de m'avoir offert cette opportunité de partager et de pouvoir continuer avec toi. Pour commencer, est-ce que tu peux nous dire qui tu es aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je suis une personne qui est, on va dire, rentier. Donc en Suisse, on a l'assurance invalidité parce que j'ai fait un gros burn-out et je me suis retrouvé dans l'incapacité à travailler. Ce burn-out a été un switch entre la vie d'avant et la vie d'après. Ça a été un moment très dur, pour moi en tout cas. Voilà, c'est vraiment un switch qui s'est fait, qui a amené à être actuellement à l'ARI. Donc son travail, mais aussi son capacité à vraiment travailler. Et comment tu te définirais aujourd'hui? Je me définirais comme quelqu'un qui a de la chance de pouvoir encore être vivant et qui peut prendre le temps de se soigner parce qu'il y a deux, trois soucis de santé qui m'accompagnent malheureusement, mais bon, ça c'est un peu pour tout le monde et avec l'âge. Donc voilà, j'ai eu passé dernièrement des étapes pas trop sympas non plus, mais je suis toujours là et puis je peux partager des bons moments comme être avec toi maintenant et de pouvoir raconter peut-être mon histoire, mais aussi à pouvoir apporter des peut-être de l'espoir aux gens de se dire ah, il y a quand même des options. Exactement, exactement. Donc, dans quelle énergie tu étais avant ton point de bascule? Comme tu dis, quand tu as switché. Qui tu étais avant? J'étais une personne très active. J'avais pas mal d'activités, du sport. Bon, il y avait le travail. À l'époque, je travaillais au chemin de fer. J'étais donc dans les trains, service à la clientèle. Des horaires très irréguliers.
C'était, en tout cas à l'époque, c'était parmi un des métiers où les horaires sont les plus irréguliers. C'est-à-dire que ça peut changer du jour au lendemain, sur l'année entière. Ah oui. Ah oui, il n'y a aucune stabilité au niveau des horaires. Chaque jour est un nouveau jour. C'est le côté sympa de... Chaque jour est un nouveau jour avec les bons trucs, les moins bons trucs. Donc c'est très très variable et c'est assez difficile à planifier les choses. Donc la vie sociale est moins importante parce que quand tout le monde sort, bah, tu es au boulot. Quand tout le monde dort, toi tu vas travailler. Ou quand tout le monde travaille, toi tu vas dormir. Ah Enfin, oui. c'était le cas à l'époque, hein. Les choses ont peut-être un peu changé. J'ai perdu contact avec tout ça, donc je ne sais pas ce qu'il en est maintenant. Mais voilà, à l'époque c'était comme ça et j'avais des activités quand même de groupe avec d'autres amis, etc. où on s'est retrouvés dans des situations très intéressantes, étant donné on était un groupe de soutien qui apportait une aide aux organisations par un système de communication radio pour les organisateurs. Mhm. Donc tu avais une vie très remplie, Très, très occupé. Ouais. très occupée. Et du jour au lendemain, stop. Est-ce que tu te rappelles des étapes qui t'ont amené à ça? Euh, Il y a beaucoup de petits points qui sont pas des gros marqueurs. En fait, c'est une accumulation de petites choses insignifiantes. Si on les prend l'une après l'autre, séparément, mais prises ensemble, ça fait beaucoup. Il y avait du côté privé, il y avait du côté professionnel surtout. Alors maintenant, on utiliserait le terme harcèlement, mobbing. Il y en a eu. Par le travail ou par perso? J'ai pas compris. C'est professionnel ou perso? Par mes supérieurs directs. Ah, tes supérieurs directs. D'accord. Et puis, pas rien qu'un, ils étaient plusieurs. Hmm. Ça a duré longtemps, cet harcèlement? Oh. Euh, c'est très difficile à dire, mais peut-être entre 5, 6, 7 ans. Hmm. L'harcèlement, je sais que c'est quelque chose d'assez sournois qui s'installe à fur et à mesure. Et justement, pour nos auditrices, auditeurs, est-ce que tu peux nous expliquer quels ont été pour toi ces petits pas, ces petites choses, ces petites étapes qui ont peut-être pas de signification en eux-mêmes, mais que c'est peut-être des personnes qui vivent ça aujourd'hui pourront peut-être se reconnaître. C'était comment pour toi? Euh, j'ai fait des propositions de réalisation de quelque chose dans le cadre du travail. Et j'ai demandé à mes supérieurs et ils m'ont dit oui, d'accord, vas-y, c'est bien. Et un chef entre deux, enfin plusieurs, sont venus et puis d'un côté face visible, c'est vas-y, c'est bien, continue, on te soutient. Puis dans le dos, c'était tout le contraire. Mais le sabotage qui a été fait aussi à travers d'autres collègues. Et d'autres collègues ont eu peur de prendre part à des actions et ils se sont désistés de toute action qui aurait été dans mon sens. Donc ça fait, puis après j'ai eu des dénonciations fausses, j'ai eu des accusations, enfin, il y en a beaucoup. Il y avait énormément de sournoiserie par moment. Des petites remarques déplacées. Ouais, c'est toujours les mêmes qui blablabla. Voilà. Il y en a eu pas mal. C'est une organisation, c'est une administration fédérale, donc c'est tentaculaire. Donc il y avait un manque de Mmh. communication. C'est très dur à vivre ça. C'est très dur à vivre. Est-ce que tu as eu, par moment ou si dans ton côté personnel, un espace où tu as pu poser les choses ou Avec le temps, je dirais que je m'occupais bien de ma vie privée, suffisamment pour faire une fuite en avant et de ne pas voir les problèmes arriver. mmh. À quelque part, alors c'est le recul maintenant qui me dit, mais
En fait, je me suis suroccupé pour ne pas avoir à y penser. Ça, c'est intéressant justement, les personnes qui sont, très, 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 très qui très occupées, qui se, cherchent des occupations, ça peut cacher quelque chose. Mais dans mon cas, c'était une fuite en avant. Dès que j'avais un moment libre, je faisais vite autre chose pour surtout pas avoir le temps de penser. Et comment c'était dans ton éducation, la relation des émotions, de la gestion des émotions? C'était comment pour toi? À l'époque, j'avais ma mère avec qui je m'entendais énormément ou avec qui je pouvais discuter de tout, partager sur tout et rien. Avec mon père, c'était plus compliqué. Lui, il était incapable de gérer ses émotions. Et de mon côté, j'étais quand même assez réactif, donc pas toujours dans la meilleure gestion des émotions. Et moi, je pense que c'est toutes les personnes qui n'ont pas bien appris à gérer leurs émotions et surtout à les reconnaître. Oui, c'est ça. C'est de nouveau ce parcours du temps où je me suis maintenant activé en tant que thérapeute. J'ai pris conscience de ces éléments-là. Il y avait clairement un manque de gestion émotionnelle. L'intelligence émotionnelle était, je veux dire, très basse. Mmh. Et ton entourage d'amis, n'ont pas vu le coup venir non plus? Personne n'a vu, autour de toi pour te avertir? À Ou personne, non? personne, pas même moi. Ah, bah, oui. Ah non, non, ça a été un gros coup de tonnerre. Ouais, je suppose que tu te rappelles très bien de ce moment-là? Oui, ça a été un moment dangereux, Mmh. d'abord pour les autres et après pour moi. Est-ce que, ce serait OK pour toi que tu nous en parles un petit peu? Mais sens-toi à l'aise aussi si tu sens que c'est, peut-être pas juste pour toi aujourd'hui. C'est OK, aussi. Peut-être préciser, c'est le moment Mmh. du pétage de plomb. C'était le 8e jour sur 9 de cours de formation, donc j'étais pas au boulot. J'étais dans un centre de formation près de Morat, en Suisse. Et l'intervenant principal était quelqu'un de la direction à Berne qui était là. Et il y avait un de nos chefs directs, ils étaient plusieurs dans la région. Donc c'était un des 7 qui étaient là, qui gérait justement cette formation sur les 3 fois 3 jours. Et je crois que je sais plus si c'était le matin ou l'après-midi, mais je crois que c'était au début d'après-midi. Euh, J'intervenais assez souvent et je prenais souvent la parole pour exprimer les choses. Et je me souviens plus de la teneur de la discussion avec lui. Simplement, il m'a fait un retour, euh, je veux pas dire brutal en tant que tel, mais c'est là où ça m'a tilté. Mais allez vous faire foutre. Et comme j'étais à côté de la porte, j'ai pris la porte. Alors, littéralement pris la porte, j'ai pas pu l'enlever plus loin parce qu'elle était très bien fixée. Par contre, ça a fait vibrer tout le bâtiment. Tu es tombé sur la porte? Tu as tapé contre la porte? Non, la porte, je l'ai ouverte et je pense que quand je l'ai fermée, c'était l'intention de l'arracher des gonds en la fermant. Donc, si j'aurais pu prendre la paroi avec, je l'aurais fait. Ouais, donc à l'intérieur de toi, il y avait ça, je dis quelque chose qui émergeait comme ça d'un seul coup, c'est ça? Euh, Comme un volcan, je dirais ça, mais bon, c'était ma projection à moi, hein. alors, c'est un volcan et un tremblement de terre avec un tsunami. Ah, OK. Ça bouillonne, c'est Mmh. de la lave, c'est une éruption. C'est en même temps des vagues qui détruisent tout. Et tu as tout le sol qui disparaît parce qu'il y a un tremblement de terre en même temps. Il n'y a plus aucune stabilité. Il y a plus de pensée, il y a plus de pensée concret, je parle là. Alors, est-ce qu'il y a de la pensée? Je dirais effectivement non, il n'y a plus de pensée. Il n'y a plus le processus de la pensée. Ah, c'est ça. Il y a une incapacité à aligner une idée. Ou alors, c'est qu'il n'y a qu'une seule idée, c'est que ça tourne tellement vite dans la tête que ça donne plus qu'une image.
c'est une vitesse supersonique et ça tourne en boucle et c'est supersonique. Donc c'est très bruyant, déstabilisant. Ou alors t'as pas d'image parce que je préfère le terme pas d'image parce que c'est comme une sorte de blackout. Mhm. Si tu étais dehors et puis que tu étais en pleine nuit et tout à coup dans la ville, tu as toutes les lumières qui s'éteignent, tu as un gros blackout. T'as plus rien. C'est un peu comme ça que je le définirais. Qu'est-ce que tu as fait? Je suis parti, je suis sorti, je suis allé m'appuyer sur une table parce que tout tremblait. Je tremblais tellement que j'étais plus capable de marcher. Euh, j'ai eu des envies de balancer des tables, puis comme c'était une grande place où il y avait un étage en dessous, j'aurais balancé les tables, j'aurais peut-être tué quelqu'un. Et le chef en question, qui est une personne que j'aime bien, que j'aimais bien, est venu vers moi. Et lui, j'avais pas envie de le massacrer. Donc j'ai dû me forcer à lui dire de ne pas s'approcher de moi, parce qu'il me touchait, je le tuais. Je savais que s'il venait, il me touchait, je le tuais. Donc quand il a entendu mes paroles, il a... Je sais pas comment ça s'est passé, mais en gros, il a reculé encore d'1 mètre. Et il est resté à 2, 3 mètres de distance, en tout cas hors de ma portée, ou d'avoir le temps de faire quelque chose si tout à coup je partais à l'attaquer. Et je lui ai clairement dit, ne t'approche pas, ne me touche pas. Et j'ai recommencé à parler avec ces 2 phrases. Parce que j'étais dans un tel blackout que j'avais plus aucune capacité d'expression. Mais comme j'avais encore cette petite lucidité de ne pas vouloir forcément faire du mal à une personne que j'apprécie, ben j'ai sorti ça. C'est les 2 mots que j'ai sortis, c'est les 2 petites phrases. Ne t'approche pas de moi, ne me touche pas. Ça, je m'en souviens. Et ben voilà. En fait, le démarrage. Quand je suis sorti, j'ai entendu un collègue derrière dans la pièce qui a dit: Ouh, il pète les plombs. Lui a reconnu ce moment-là parce qu'en fait, sa femme travaillait comme infirmière psychiatrique. Et forcément, c'est sa femme, et donc ils ont discuté. Donc il avait des idées, des modèles de tiens, comment ça peut se passer. Et puis, ben voilà, il y a eu plusieurs choses après qui se sont passées. Ça a Voilà, duré ça a été un. combien de temps ça a duré ce temps, cet espace-temps dans lequel tu es dans ce blackout, heu, parce qu'on a déjà tous eu des Il y a eu des situations où, degrés. on a pété un plomb, tu vois? On a déjà tous eu mais ce que tu décris est quelque chose de beaucoup plus profond, beaucoup plus, vaste à l'intérieur, destructeur. Ah, c'est Hiroshima, Nagasaki en même temps, hein. Mmh. Il y a tu te retrouves sur une terre dévastée où tu n'as plus rien. Combien de temps ça a duré cet état pour toi? Il y a plusieurs étapes et des degrés d'intensité. À cette intensité maximale, je dirais à peu près 2 heures. J'ai tourné en rond, je suis sorti, je suis allé dans ma chambre, je suis revenu entre le lieu de cours et le lieu de le dortoir. Il y avait un terrain vague, enfin un terrain agricole. Et juste à côté, il y avait une ligne de chemin de fer. Et la première intention était de me jeter sous un train. Donc, ce que j'avais des pensées suicidaires, ouais, très clairement. De nouveau, une petite image de ah, je vais pas emmerder le mécano, dans le sens propre du terme, parce que pour eux,
C'est des victimes, hein, quand il y a quelqu'un qui se jette sous un train. C'est vraiment des victimes parce qu'ils sont là, il y a des centaines de tonnes derrière eux, ils peuvent freiner tout ce qu'ils veulent. Ils pourront pas éviter la personne qui s'est mise devant sur les rails. Et c'est pas cool, c'est pas gentil, et pour eux, c'est aussi une charge mentale énorme, euh, qui même maintenant est encore mal appréciée et reconnue par mes anciens patrons. Alors maintenant, il y a enfin un soutien psychologique pour eux, mais zut, quoi. Non, c'est une. Et là, non. Donc, à 2 mètres, 3 mètres des voies, j'ai fait demi-tour. Et puis, le chef est revenu discuter vers moi. Il m'a dit, écoute, j'ai appelé une personne de l'aide sociale qui viendra. Est-ce que tu es d'accord de l'attendre? Et en fait, ça a été des petites étapes de négociation. Et en fait, les négociations, c'était très simple. C'était, de toute façon, c'est d'abord non. Après, peut-être oui, si ça m'embête pas. Mais si ça m'embête, c'est non. Et il n'y avait plus aucun entre-deux. C'était noir ou blanc. Donc, en fait, des choix très basiques, très faciles, c'est on, off, c'est oui, c'est non, c'est d'accord, pas d'accord. Et puis si c'est pas d'accord, c'est pas négociable, c'est pas discutable. C'est vraiment ce qui a été ça c'était la deuxième étape. Cette deuxième étape-là, elle a duré, je dirais, je vais dire, 3 semaines, un mois, où il n'y avait aucune négociation possible. Et bah voilà, donc j'étais sur place, j'ai quitté les lieux, j'étais avec un deux roues, donc je suis parti en deux roues, même s'ils ne voulaient pas, ils n'étaient pas d'accord, mais ils n'ont rien pu faire pour m'en empêcher. Et chaque camion que je croisais sur le chemin du retour, c'était une envie de me fracasser contre. Et j'en ai croisé quelques-uns. Et bah, j'aimais bien ma mère, donc quand même, bah, non, je vais aller voir la maman. Ah, voilà. Et puis je suis arrivé chez mes parents, puis je leur ai dit ce qu'il en était. L'assistante sociale qui est venue et qui m'a proposé un plan de continuer à vivre à quelque part, hein. Elle a négocié le fait de se voir 3 jours plus tard, où j'étais donc à mon lieu de dépôt à Lausanne, et de rediscuter avec elle ce jour-là. Donc elle avait des propositions concrètes, qui de mon côté étaient acceptables. Parce que j'avais aucune pression. C'était oui, je suis d'accord, non, je suis pas d'accord. Et si j'ai dit oui, ben, ok, ben, je vais tenir à la parole que j'ai dit. Ce qui était effrayant, c'était euh, cette incapacité à négocier. En y repensant, c'est terriblement effrayant. C'est que la négociation n'est plus possible. T'as pas. C'est oui, c'est non. Et puis le reste, m'en fiche. Il n'y a plus non plus de degré de priorité ou d'importance, ou très peu. Il y a une recherche vu que c'est une souffrance terrible, c'est la recherche du moindre petit truc qui peut te mettre en mode confort. C'est pas rassurer, parce que l'assurance, elle n'a plus rien à faire là. C'est un mode confort qui peut venir, qui peut dire, là, là c'est bien, là ça me va de nouveau. Et je pense que c'est cet aspect du oui-non qui est, ça ne me dérange pas. Ok, alors je peux accepter? Ouais. La proposition faite de de voir l'assistante sociale 2 jours plus tard, ou 3 jours plus tard, pas dans le cadre du boulot, mais dans son bureau, qui est à côté du boulot, j'entends, mais on ne me dérangeait pas. Je dis ok, on se voit tel jour, telle heure. Comment tes parents justement, ont,
ont réagi? Heu, oh, ils étaient quand je suis arrivé, ils ont tout de suite vu, ma mère l'a senti, ils ont les 2 vus et puis ils ont été mis devant le fait accompli, puis il y avait pas à discuter. Ah oui, même aussi avec eux, c'était, Bon, 0 ouais. négociation pendant plusieurs semaines, voire 1 mois ou 2. Ah oui, Donc voilà, la situation, c'est comme ça, pouf, je vous garantis pas d'être là demain. Ça a pas été le plus joyeux des Noëls pour mes parents. parce que c'était autour de Noël? C'était après la mi-décembre, donc à un peu moins de 10 jours de Noël. Ah. Donc non, ça a pas été le plus joyeux des Noël et Nouvel An, parce que du jour au lendemain, ils savaient pas si j'allais être là, si j'allais venir leur dire bonjour, si j'allais leur téléphoner ou pas, quoi. Mmh. Parce qu'il y a plus de plans, il y a plus de plans, il y a plus rien. Tu «Bon, je fais ça maintenant». Mais, au plan médical, il y avait rien à ce moment-là? Alors elle a réussi à me faire, prendre un rendez-vous aux urgences psychiatriques. Ta mère? Non, le l'assistante sociale, Ah OK. c'était pas le boulot de ma mère de m'aider. Elle aurait pas eu les compétences non plus. Tout l'amour d'une mère suffit pas à gérer le réseau social qui va autour des soins par rapport à ça. Mmh. Il faut avoir des Donc connaissances là, déjà, oui, c'est sûr. c'était quand même une professionnelle Mmh. et elle a très bien fait son travail. Elle a réussi à me faire dire: «Oui, je vais aller regarder». Donc j'y suis allé. Heu, Ils m'ont fait des propositions, c'était du oui, non direct. Alors, elle a tenté l'infirmière qui m'a reçu, qui s'est occupée de mon cas au début, elle a tenté une négociation et puis là, je lui ai répondu: «Si vous essayez de négocier encore une fois, je pars Ah, et si vous voulez me bloquer, je vous tue ou je me tue. ah, Maintenant que les choses sont posées, vous reculez d'un mètre et on continue de causer». OK. C'était franco. Oui, oui. Ouais, ouais. Et ces personnes-là, ils sont habitués à recevoir, ces personnes dans cet Alors aux état-là? urgences psychiatriques, oui, bien sûr, Oui. bien sûr, bien sûr. Là, elle a remarqué que j'étais pas violent, à part dans mes propos, Mmh. mais je posais simplement mes limites et mes barrières d'une manière très radicale. Je négocie? Non, je négocie pas. Mmh. Point barre. C'est comme si j'entends que à le ce point, ce côté switcher, c'est comme si on avait appuyé sur un interrupteur à l'intérieur de toi. Qu'un interrupteur, clique Ouais, alors un interrupteur, il fait clic et puis après il fait clac, hein. mais, parfois c'est juste dans un sens, Ah, hein, voilà, mais alors l'interrupteur, il a fait clic dans un sens, mais il a tout éteint, c'était l'interrupteur général, hein. et est-ce que je peux te demander à quel âge tu avais? À l'époque, j'avais 32 ans. Et tu plus rien? Et ça a duré combien de temps justement cette phase pour toi, cette étape, une fois que tu as pris, que tu as accepté ce que, le côté, psychiatrique, t'ont proposé? Ça c'était comment pour toi? Alors j'ai eu une première étape, donc quand j'étais au à l'accueil d'urgence, hein, au niveau psychiatrique. Ils m'ont proposé un internement que j'ai refusé. Heu, Comme j'étais pas considéré dangereux, ils m'ont laissé repartir. Ils auraient eu sur le moment la possibilité de m'interner, mais ça aurait été en force et ça aurait été extrêmement violent. Oui, parce que déjà ta carrure quand même, tu es, un homme, qui a une carrure assez, disons tu as la présence. J'ai le poids et la présence, oui, tout à fait. Oui, il y a ça. Parce qu'on va dire Il y aussi a q est-ce que tu peux, spécifier un petit peu ta carrure par rapport à tous ceux qui nous entendent? Ils te voient pas donc tu vois, Voilà, c'est vrai que comme ça à l'écran, c'est pas évident. Je fais un peu moins de 2 mètres et je fais, à l'époque, je faisais déjà plus de 100 kilos. voilà c'est ça donc une carrure, qui a de la présence.
et j'étais également un joueur de football américain. Ah oui. Donc Ouais. Quand tu disais: «N'approche pas», c'est que bon, on s'approchait pas, quoi. voilà, et puis j'avais des techniques apprises par le jeu, comment repousser quelqu'un. Mmh. Parce que c'est un jeu qui est très technique en Ah quelque oui, part oui. et comme vu mon poids, mon gabarit, j'étais parmi les hommes de ligne, donc c'est ceux qui vont au front et puis Mmh. qui tiennent la ligne ou qui tapent dans la ligne, quoi. Donc voilà, homme de ligne, homme de front, tout à Comment tu fait. t'es sentie justement en sortant de ces premiers rendez-vous, on t'a laissé partir, on t'a donné des médicaments, tu as eu des psychiatres, c'était comment? J'ai accepté un médicament qui est un médicament autorisé, qui s'appelle le millepertuis, et j'ai refusé toute autre médication avec des psychotropes. Millepertuis qui est une racine, considérée comme un antidépresseur. Mais voilà, c'est le seul médicament que j'ai accepté, mais du coup, ça a pris beaucoup plus de temps et alors j'avais des rendez-vous, au début, c'était, 1 ou 2 fois par semaine, après 1 fois par semaine, puis après ça s'est espacé. Qu'est-ce qui t'a aidé? En quoi tu as pu, trouver des ressources justement pour te sortir de là, avec des solutions? Ça a pris 9 mois, j'ai dû aller revisiter un autre médecin et c'est lui qui a fait une prescription. Un médecin totalement inconnu, hein, j'ai une convocation chez un médecin, tel jour, telle heure, j'y vais et puis, l'infirmière vient: «Je peux vous prendre, vos mesures et tout?» J'ai dit: «Non». OK, je vais voir le médecin et puis, on discute, je sais pas, 5-10 minutes. Puis, «Oui, ben, écoutez, je crois que pour vous, ça va être, la mise à la retraite». Et moi, sur le moment, c'était: «Hein? Quoi? C'est quoi cette histoire?» Et juste après: «Waouh! Cool!» Médecin mandaté par mon employeur, qui lui a défini que j'étais bon pour aller en retraite anticipée pour raison médicale, le terme, exact. 32, à 32 ans. Donc ça a pris, le temps d'un accouchement, 9 mois. Très belle image, hein? Ça a pris 9 mois, le temps d'un accouchement. Ouais. Ouais, très belle image. Ouais. Ah moi, je suis un beau bébé, non? Comment justement ce beau bébé s'est retrouvé dans ce monde qui n'était qui était complètement différent à ce qu'il a vécu avant? Alors, j'ai pu trouver des activités sociales qui étaient totalement en dehors du cadre du travail. Je me suis refait un petit cercle d'amis dans d'autres domaines que tout ce qui était le boulot et j'ai eu, plusieurs occasions. J'ai pu revoir un peu des amis, mais toujours des amis en dehors du cadre du travail. Heu, j'ai eu l'occasion de participer à une activité entre 2 qui m'a occupé pendant un mois. J'ai pas envie d'en dire trop là-dessus, mais ça m'a ressourcé plus que je l'aurais pensé. Ça m'a permis de me rendre compte que j'étais quand même une personne de valeur et une valeur qui était appréciée par d'autres. Ah, c'est ça. C'est justement qu'est-ce que ça t'a fait découvrir en toi? À part cette valeur qui est très importante, structurelle, bien sûr. Qu'est-ce que tu as découvert sur toi? Ouf! C'est des choses qui sont venues avec le temps. Hem, dans cette période-là, cet événement qui a duré plusieurs semaines m'a fait prendre contact avec d'autres personnes et ce que j'ai appris, c'est que j'étais encore capable de communiquer. Ah, OK. Pas totalement, pas la même chose, mais j'ai encore cette capacité à recréer du lien. À défaut de recréer du sens, au moins de recréer du lien. J'ai eu
Évidemment, je dirais une grosse recherche pour donner un sens à tout ça et alors ça, c'est avec le temps que je me suis rendu compte quel est le problème des retraités, peu importe l'âge, c'est d'occuper Mmh. son temps. On peut tourner dans tous les sens, ça revient toujours à jeune ou retraité, une personne qui n'est pas en occupation, qui n'occupe pas son temps, se retourne sur soi-même et va moins bien. Ou fait des trucs pour soi, Ouais. et cetera, mais s'occuper, s'occuper, Mmh. s'occuper et occuper son temps. Peu importe comment, c'est occuper son temps. En allant de la pêche, en allant faire du tricot, en allant gravir une montagne, en allant marcher à reculons s'il faut, en allant à la chasse aux escargots, peu importe, mais c'est occuper son temps. C'est pas prendre le temps de, c'est de l'occuper. À lire, à écrire, à tricoter, à faire autre chose que se tourner les pouces et à s'occuper que de soi. Parce que en fait, le cerveau, il n'arrête pas de travailler. Donc, il faut lui donner du grain à moudre. Alors, si on est que sur soi, à moudre son propre grain, ben, on finit aux poussières. Oui, oui, tout à fait. Mais, c'est ce que tu as dit aussi très très, pertinent, c'est que ça donne du sens. Ça, c'est Parce qu'on peut très bien lire, tricoter, mais, finalement ne pas se sentir occupé. Parce que pour soi, ça a pas de sens, on fait ça juste comme ça. il y a besoin de l'occupation et peut-être par l'occupation, ça va donner un sens. Mmh. Et je pense que la recherche de sens n'est pas la même chose que la recherche de l'occupation. Mmh. Pour moi, on doit dissocier les 2. Je dirais que la recherche de sens est un processus à long terme, Oui. mais qui doit se renouveler. Parce qu'une fois qu'on a trouvé un sens à quelque chose, on peut rester sur cette direction, sur cette voie, sur cette énergie-là, mais peut-être qu'on peut aussi la challenger puis la remettre en questionnement. Mmh. L'occupation va peut-être permettre de trouver une autre manière de donner du sens aux choses, ou à sa vie, ou à n'importe quoi. Mais pour ça, il y a besoin d'une exploration. Et c'est par l'occupation que ce sens vient. C'est tout à coup, ah ouais, ça me plaît. Ça fait sens de faire ça. Et ça se remet en accord avec, c'est se remettre en accord en fait avec ses valeurs profondes, je dirais. Est-ce que c'est encore aujourd'hui pour toi le côté, oui ou non? Est-ce que cette expérience, reste encore aujourd'hui, pertinent pour toi? Il y a quelque part une, une facilité à faire certains choix qui est apparue. Pas forcément toujours la même chose, mais il y a moins cette intensité à être tout noir ou tout blanc. J'ai réappris à mettre de l'eau dans mon vin. Par contre, il y a certaines choses où je vais tout de suite mettre le haut-là, je vais mettre les barrières, et je vais dire ça, je suis pas d'accord. Ça, je suis d'accord, ou je fais une proposition, tu es d'accord, pas d'accord, si tu pas d'accord, c'est OK. Mais il y a la négociation Mmh. est de nouveau là, mais elle a changé. Il y a une priorisation qui est aussi venue. Mmh. On pourrait dire que c'est de l'égoïsme, mais je pense que c'est de la préservation et je me suis mis à la première place. C'est moi d'abord. Je m'occupe de moi. Si je me sens bien en sécurité, en confort, OK. Et toi? Et puis là, voilà. Il y a cette gestion qui est là. À un moment donné, ça va plus. Stop. On arrête là. Je m'en vais si ça me convient pas. J'ai eu des cas où je me suis trouvé dans des situations où ça me convenait pas. J'ai pas tergiversé. Non, je suis désolé, ça me convient pas. Au revoir. Ah, mais tu pourrais rester. Non, ça me convient pas, je pars. Et je suis parti. Donc, il y a une capacité à décider quand ça me convient plus, je quitte. Parce que je sais que de toute façon, ça va pas aller mieux. Et là, c'est une décision ferme qui, des fois, surprend les gens. Ils sont pas Parce qu'il y habitués. a pas de négociation, c'est sûr, Voilà, c'est assez tranchant. c'est exactement ce que tu dis. Il n'y a plus de négociation à partir d'un certain moment. Ce moment est arrivé beaucoup plus tôt.
que ça aurait été dans ma vie précédente. Est-ce qu'aujourd'hui, pour ton parcours, hein, où tu en parles très ouvertement, très librement et c'est très touchant, hein, comme ça, c'est très touchant ce que tu dis. Est-ce que ce partage de témoignages, heu, tu le fais dans un autre cadre également? J'aime bien dire qu'il y a pas de hasard et un jour, je suis tombé sur une petite annonce, je ne sais même plus où je l'ai vue. Je C'était la radio-télévision suisse romande qui cherchait, des gens pour l'émission. Le titre de l'émission, c'est «J'ai pété les plombs, voilà les conditions blablabla». J'ai écrit, j'ai envoyé mon sujet et j'ai reçu une réponse. Alors déjà très surpris, je me dis: «Tiens, ah bon, ils vont accepter?» Hein. Bah oui, ils ont accepté. Le journaliste est venu une fois, on a déjà discuté au téléphone. Après, il est venu une fois, il est venu une deuxième fois avec le réalisateur et ils avaient tout leur schéma, ils avaient tout déjà préparé et tout et on s'est retrouvés à aller faire un voyage en train où on s'est retrouvés sur l'endroit où j'ai pété les plombs. On est évidemment revenus et tout, ils ont fait leur montage et c'est une fois le montage terminé, ils m'ont invité avant la présentation de voir si c'était OK pour moi déjà de voir ce montage et si c'était OK pour moi de le montrer comme ça. Alors, sur le moment du tournage, il y a eu un moment chaud pour moi, où je leur ai dit: «Là, j'ai besoin de 5 minutes». Donc ils se sont retirés, ils m'ont laissé tranquille, gauger dans mon jus, hein, baigner dans mon jus un petit moment. J'ai pu me recomposer, on va dire comme ça. On a fini le tournage et puis on est reparti. Et puis, lors de la prévision de l'épisode, il y a aussi eu un moment d'émotion assez fort. Très bien entouré par le journaliste qui était incroyable, par toute l'équipe en fait, c'était un superbe entourage et ça a procuré 2 bénéfices. Le premier, ça m'a permis de constater que j'étais capable d'en parler et de témoigner. Ça m'a fait un déclencheur à quelque part de j'aurais pas passé le cap, j'aurais pas été capable de témoigner. Donc ça a été une sorte de piquet, de balise. «Hey, là, tu ta pierre blanche, tu as ton milestone. Ouais, tu as passé des étapes, là, tu es rendu à, tu es capable d'en parler». Ça veut dire que tout le travail de gestion qui a été fait entre 2, quand même sur, 15 ans à peu près, a avait sa valeur et il y a un truc qui me revient. Le jour où j'ai pété les plombs, le prof a fait une sorte de petit espace, un moment espace dans la salle, dans la classe, où on a pu un peu débriefer, en parler librement. Donc il m'a demandé si j'étais OK d'aller parler devant la classe. Alors je me rappelle pas de ce que eux ont pensé, réagi, mais ils ont pu poser des questions. Euh, je pense que pour un, ça l'a soulagé parce que il y en a qui avaient un rôle de faire sortir carton jaune, carton rouge, si une autre personne, un collègue intervenait trop souvent. Et il a tout souvent me cartonné parce que prenais souvent la parole. Et il avait peur de m'avoir blessé par ce moyen-là. J'ai pu le rassurer que non. Mais comme j'étais justement tout noir, tout blanc, les réponses étaient clap, 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 très claires, très simples, très nettes. Ça les a surpris évidemment. Heu, je pense que même certains n'avaient pas réalisé à quel point, à part le collègue en question qui avait sa femme, infirmière psychiatrique à l'époque. Mmh. Et c'est très, très, très puissant quand même, hein, vraiment ce que tu dis, hein. Ça c'est touchant, et tu nous l'as vraiment, offert, ton parcours, avec du cœur.
Ouais, j'ai vraiment senti, qu'il y avait ton cœur derrière et cette, dernière question que j'aimerais te poser, cette question de clôture. Si le jeune homme que tu étais à l'époque, était assis à côté de toi aujourd'hui, qu'est-ce que tu aimerais lui dire? Ce serait plutôt de d'apporter du soutien en demandant si je peux toucher. Est-ce que je peux te prendre par les épaules? Est-ce que je peux t'embrasser? Embrasser dans le vrai sens, prendre dans les bras et de faire, ce qu'on appelle un hug et entre autres, j'adore faire des hugs, des bons vrais hugs d'au moins 20 à 30 secondes où il y a vraiment un échange qui se fait. Peut-être ce que je dirais, c'est: «Tu vas y arriver. Ça sera peut-être pas le plus facile, mais tu vas y arriver, tu vas t'en sortir». Je dirais: «Tu vas avoir des étapes et tu vas voir ces étapes arriver. Donc t'inquiète pas si c'est pas tout de suite, mais regarde dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans». Ouais, je crois que je dirais ça, mais je le dirais au creux de l'oreille. Bon, maintenant, vous prenez l'image d'un gros ours barbu qui en prend un deuxième dans les bras. Ça fait bizarre. Et alors, ça fait tellement de bien. On a besoin de ça. Oh que oui, ça fait du bien. Oui, on a besoin de ça et on le sent dans ton témoignage, la manière comment tu nous l'expliques, ce que tu as vécu, ouais, ça fait du bien. Donc, à toutes celles et à tous ceux qui seraient là à écouter ça, je dirais, mais big hug. Je prends aussi. Merci, merci beaucoup, Axel, de ce moment, très fort que tu nous as offert. Merci Axel pour ta confiance, pour ta sincérité et pour la manière très humaine dont tu avais accepté de raconter ton parcours. Ton témoignage nous montre la violence d'un effondrement, mais aussi la lenteur nécessaire de la reconstruction, retrouver du lien, reconstruire des repères, réapprendre à vivre autrement après une période aussi sombre ne se fait pas d'un seul mouvement. Réapprendre à vivre autrement après une période aussi sombre ne se fait pas d'un seul mouvement. Ce récit rappelle aussi l'importance du temps, du soutien, de la parole et du fait de ne pas rester seul lorsque ce que l'on porte devient trop lourd. Si ce témoignage a fait écho à quelque chose en vous, rappelez-vous que demander de l'aide n'est pas une faiblesse. C'est parfois le début d'un chemin. La semaine prochaine, je vous propose un nouvel épisode de décryptage autour de l'histoire d'Aurore. Nous explorerons ce que peut représenter une sortie de vie communautaire après des longues années, la difficulté de reconstruire un récit de soi et cette question profonde: comment garder une continuité intérieure quand une partie entière de sa vie semble appartenir à un autre monde? Merci d'avoir écouté Dialogue intérieur, histoire vraie, chemin intérieur. Si cet épisode vous parle, vous pouvez soutenir ce podcast en vous abonnant, en laissant une étoile ou en le partageant autour de vous. Où que vous soyez, quoi que vous traversiez en ce moment, prenez soin de vous et de votre monde intérieur.